Elle a 18 ans, elle a grandi entre San Diego et Paris. À 11 ans, elle rentre en France et tout bascule. Harcèlement scolaire, humiliation, viol, revenge porn. À 13 ans, tentative de suicide, hospitalisation, traitement, reconstruction. 3 ans plus tard, elle crée Link, une application et une fondation pour aider les jeunes à parler de ce qu'elle n'a pas pu dire, elle attend. Aujourd'hui, 3 millions d'abonnés la suivent sur les réseaux. Elle parle de santé mentale, de honte, de solitude, de survie et de joie. Elle est notre première invitée. Pour info, Miel Abitbol. Venez Miel. Bienvenue. Merci infiniment d'être la première invitée de Pour Info. Installez-vous confortablement. Avec plaisir, Vous êtes merci la à toi. première. Comment vous vous sentez déjà? Bah ça va, hein. Ouais. Franchement très bien, tranquille. Vous avez fait quelques petits formats YouTube, plein de podcasts, vous avez écouté. Qu'est-ce que vous pensez déjà de notre studio ici? Franchement, Ouais. c'est propre, C'est quali. propre, c'est c'est sympa. quali. Je valide. Bon, alors moi j'ai trouvé aussi que vos contenus étaient propres et quali, parce qu'en mars dernier, vous avez adressé un message au président de la République française. Monsieur le Président Emmanuel Macron, il y a 4 ans, je vous ai envoyé un message le lendemain de ma première tentative de suicide. Je n'ai jamais eu de réponse. J'avais seulement 13 ans, mais j'étais déjà révoltée face à l'inaccessibilité aux soins. Même en dépression et sous cacheton, j'étais déterminée à faire entendre ma voix et à faire changer les choses. Monsieur le Président, c'est 163 milliards d'euros de coûts directs et indirects estimés en 2023 pour la santé mentale. Je vous promets qu'on va faire changer les choses. Et vous avez fait changer les choses. Déjà, parlez-moi de votre état d'esprit à ce moment, avant de voir la réponse du chef de l'État et la suite. Au moment où vous postez ça, qu'est-ce que vous ressentez? À ce moment-là, je me suis dit, allez, j'ai rien à perdre, hein. Vas-y, je poste la vidéo et on verra bien ce que ça donne. Et c'est exactement ce que j'ai fait, hein, au final. Donc là, on est le 21 mars dernier. Et quelques jours plus tard, 9 pour être précis, le président de la République vous répond ceci. Bonjour Miel, j'ai bien vu votre message. D'abord, je suis désolé s'il n'y a pas eu de réponse à votre précédent message alors que vous traversiez une période difficile et que vous aviez eu une expérience inacceptable en effet à l'hôpital. Ça, on est en train d'essayer de réorganiser en effet tout notre système, mais on a besoin de vous. Et donc je vais bientôt organiser une rencontre à l'Élysée avec des associations, des engagés. Et Miel, je vous propose de venir avec votre groupe pour qu'on en parle, pour qu'on travaille ensemble et que vous nous aidiez dans ce travail. Il vous propose de venir, vous venez, mais au début, il ne vous reçoit pas. Non. Ce sont 2 de ses conseillers qui C'est vous ça. reçoivent. Racontez-moi. Non, on a eu cette vidéo réponse, du coup, on a été mis en contact avec les conseillers du président. Quand vous dites on, c'est qui? C'est moi, mon père et le docteur Morin, qui est du Donc coup... c'est la psy qui vous a suivi et votre père aussi, tous les trois, vous avez créé l'application Link et la fondation dont je vous... D'accord. Exactement. Donc vous allez à l'Élysée, vous pensez un peu recevoir le chef, et puis en fait, il s'agit de Gilles Albou, conseiller éducation, enseignement supérieur et recherche et innovation, et William Hellman, conseiller sport, vie associative et solidarité. C'est ça. Du coup, on est reçu par les 2 conseillers qui aiment beaucoup nos idées, nos démarches et tout. Enfin, ils étaient vraiment en accord un peu avec tout ce qu'on disait, tout ce qu'on proposait. Mais c'est vrai que c'était pas le président encore qu'on avait rencontré comme c'était dit. Nous, on s'était dit, on verra. Hein, ça se trouve, en fait, on va pas le rencontrer, mais bon. Donc vous faites des interviews pour dire je suis content d'être à l'Élysée, mais j'aurais bien rencontré le président. Et vous finissez par le rencontrer, Emmanuel Macron. Regardez. Bon les gars, ça y est, je suis avec le président de la République, Emmanuel Macron. On s'est rencontrés aujourd'hui pour échanger par rapport à la santé mentale des jeunes. Bah ouais, on a passé 1h30 ensemble avec plusieurs autres associations professionnelles. On avance. Tout savoir, notamment ce que vous n'avez jamais dit, parce qu'on essaie d'avoir un peu des infos exclusives dans Pour Info, donc dites-moi ce que vous n'avez pas encore dit de votre J'avoue, rencontre avec le président. j'ai un peu déjà tout dit, Ouais. parce que du coup, dès que j'étais sortie du rendez-vous, j'ai fait un débrief sur les réseaux Ouais, en direct. de ce qui s'était passé. Non, c'était intéressant comme rendez-vous. Il y avait du coup moi, mon père, d'autres acteurs engagés pour la santé mentale des jeunes, comme des professionnels de la santé, des associations et tout. Et donc, on a parlé justement de santé mentale pendant 1h30. Et on a chacun présenté un peu ce qu'on faisait, nos idées, nos propositions. Et à la fin du rendez-vous, le président, il a fait un peu un débrief de ce qui a été dit. Du coup, c'était un peu agir plus sur la prévention, mieux coordonner les acteurs qui sont tous engagés pour la santé mentale des jeunes, du coup. Et mettre en lumière davantage les initiatives qui existent déjà pour la santé mentale des jeunes. C'est quoi votre combat principal, le truc que vous voulez faire avancer? Parce qu'il y a plein de réunions, tout le monde en parle, soi-disant des grandes priorités, puis à la fin, ça ne bouge pas. C'est ce que vous racontez avec un grand talent sur les réseaux. Si vous aviez une mesure vraiment importante pour vous, c'est quoi? Une mesure, en vrai, on en a plein, mais il y a un axe
sur lequel on ne développe pas énormément de choses en France. Enfin, c'est pas très français de faire ça, c'est la prévention. Tu sais, par exemple, je sais pas, pour le cancer des poumons à cause des clopes, on va se dire on va rajouter des médecins qui vont traiter les cancers, mais en fait, on n'a pas cette approche de prévention vraiment pour la santé pour mentale. faire en sorte que les gens aillent bien, plus par rapport à la santé mentale du coup. Parce que tu sais, les conditions d'hospitalisation aujourd'hui, c'est catastrophique. Il y a trop de monde en fait, il y a trop de demandes pour les psychologues, pour les psychiatres, pour les hospitalisations et tout. Et donc, au lieu de se dire, ok, on va juste alors former des nouveaux médecins, on va rajouter des places à l'hôpital et tout, pourquoi on ne fait pas en sorte qu'il y ait moins de gens en fait, qui aient besoin de ces soins-là pour libérer de la place à ceux qui ont des pathologies qui ne sont pas évitables. Et c'est un peu tout l'enjeu sur lequel on travaille. Nous, c'est vraiment développer un peu cette culture du bien-être. J'ai remarqué que tu étais passé au tutoiement, ce qui me plaît. Pardon. Non, il n'y a pas de pardon, c'est super, tant mieux. J'ai remarqué aussi que sur ton appli et dans ta fondation, tu essayais de créer des safe spaces. Alors si tu le veux bien, on va essayer ici de créer une safe space. Je trouve qu'il y a beaucoup de lumière, donc je vais te proposer qu'on baisse un peu les lumières. Allez. Voyons, tout doucement. Voilà, c'est plus sympa, non? Ça a baissé là? Regarde derrière, oui, le nez en jaune. C'est vrai, j'avais pas vu. Les lumières sont un petit peu tamisées parce que si tu es d'accord, j'aimerais qu'on parle de toi et de ce qui a fait aujourd'hui que tu avais un combat et que tu étais devenu un peu une porte-parole sur la question de la santé mentale auprès de la jeunesse. Je rappelle que tu as 18 ans et que tu parles comme si tu en avais beaucoup plus, que tu parles comme une ministre, je trouve, en termes d'élocution. Et je trouve une ministre, c'était un compliment, je t'assure. Ça m'intéresse que tu me parles de ta vie. Donc, je l'ai dit au tout début pour te présenter. Au début, tu es aux États-Unis jusqu'à tes 11 ans. Tu arrives en France. Et l'arrivée en France est super violente. Tu racontes ce que tu veux, mais j'aimerais que tu nous racontes ce qui t'est arrivé. Écoute, moi j'étais du coup à San Diego de mes 6 à 11 ans. J'ai vécu là-bas et déjà, tu sais, quand tu as 6 ans et que tu changes déjà de pays, de continent même, c'est pas évident parce que tu dois te refaire tes amis et tout. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai pris un peu de temps à me faire des potes, surtout qu'en plus j'avais sauté une classe, j'avais sauté le CE2. Donc ça a encore été un peu une brisure de liens sociaux. C'est-à-dire, le fait de sauter une classe, t'es encore plus regardé par... Tu te retrouves avec les plus grands, direct. Du coup, t'es plus vraiment ami avec les gens de ta classe, mais il faut que tu sois ami avec les plus vieux, mais toi, tu préfères les plus jeunes. Mais tu parles beaucoup de solitude. Tu dis qu'à la base, il y a vraiment... La plupart des mots sont liés à d'abord un truc de solitude. Ouais, tu t'es très vite senti seul. C'est se couper des liens sociaux, je pense, dès le départ, en fait. Et du coup, bref, aux États-Unis, au fil du temps, ça va, je m'en remets et tout, je me fais des potes, j'avais mes meilleures copines. Et puis à 11 ans, je rentre en France. Du coup, j'ai plus mes copines des États-Unis. Donc un peu relou, et je vais dans une école américaine à Paris. Et là-bas, je me sentais pas nécessairement à ma place, parce que dès le départ, quand j'avais 11 ans, parce que... je sais pas, j'étais pas vraiment pote avec les gens de ma classe, et puis tu sais, c'est pas les mêmes mentalités, même si l'école où j'étais, c'était beaucoup de gens internationaux, d'expats et tout, c'était pas pareil que là-bas, qu'aux États-Unis. C'est tout un autre monde, en vrai, pour moi. Et donc, pendant un certain temps, j'avais pas trop de potes, j'étais souvent toute seule à l'école, ça se passait pas mal, mais ça se passait pas vraiment bien, et voilà, le début du collège, pas ouf, mais bon. Tu as vécu vraiment des choses extrêmement traumatisantes qui ont abouti à quelque chose dont on va parler dans quelques instants, une tentative de suicide. Qu'est-ce que tu veux nous dire de ce que tu as vécu? Tu as prononcé à un moment le mot de viol. Est-ce que tu veux nous raconter? Alors ça c'était encore autre chose, mais si tu veux, du coup quand j'étais à l'école, ce que je t'ai dit, c'est que j'étais assez seule à la base. Et quand j'avais 12 ans, c'était pendant le confinement, du Covid de 2020, et je commençais du coup à plus parler avec certaines personnes de ma classe, notamment des garçons de mon école et tout. À la base, si tu veux, j'ai jamais été une fille populaire, moi. Genre, j'ai toujours été... Ce que t'es devenue aujourd'hui. Ouais, on peut dire si, ça t'as 3 millions comme ça. d'abonnés, on peut dire que t'es une fille populaire. Mais à l'époque, c'était vraiment pas ça. Et c'était vraiment... Moi, j'étais super triste par rapport à ça, parce que... Genre, c'était un peu mon objectif de vie d'être la meuf cool, tu sais, à l'école. Et c'était pas du tout le cas. Je crois que beaucoup de gens sont comme ça. Mais ouais, énormément. Cool. Au collège, surtout. Ouais, bien sûr. Même après, le lycée, encore. Et du coup, j'ai voulu m'intégrer un peu plus, du coup, pendant le confinement, surtout que c'était plus simple, tu sais. C'était que par message et tout, donc pas besoin de voir les gens en vrai. On est en 2020. Exactement, j'avais 12 ans à ce moment-là. Et donc, je commence à parler avec un mec de ma classe, qu'en plus, moi, j'avais un peu un crush sur lui, je trouvais beau et tout, bref. Sauf qu'on parle, et puis il me demande des nudes. Et sauf que je dis, bizarre un peu, tu vois, genre non. Sauf qu'au fil du temps, en gros, il me disait que si je lui faisais pas, on arrêtait de se parler. Donc, moi, j'ai 12 ans, déjà, j'ai pas d'amis. Je me dis, c'est mon seul moyen d'être intégrée, je vais le faire. Donc, je l'ai fait. Et sauf que,
quelques mois plus tard, ils ont tourné dans toute l'école. Waouh, la Donc, violence. Pas cool Pas du cool tout. du tout. Vraiment pas sympa. J'ai pas kiffé Pénalement la blague. répréhensible, Ouais, faut ouais. le dire. C'est plus que pas cool. Ouais, c'est vraiment pas très bien de faire ça. Pas du tout même. C'est ce qu'on appelle le revenge porn. Exactement. Et ouais, ça a pas été facile hein, en vrai, parce que à ce moment-là, moi j'en parlais pas vraiment de ça, même à mes parents et tout, parce que bah, tu sais, déjà je suis pas censée envoyer des photos comme ça, donc la honte c'est ma faute, genre tu sais. On a tous été adolescents, on fait tous ouais. des bêtises. Mais bon, dans ma tête, c'est ma faute que ça m'est arrivé, vu que c'est moi qui ai envoyé ces photos-là. Du coup, bah, je me suis un peu retrouvée dans une galère sans nom, pendant, c'était mon année de 3e du coup. C'était après le confinement, en septembre 2020. Et c'était très compliqué, quoi. Tu sais, je recevais sur Insta des comptes anonymes que je connaissais pas, des gens que je connaissais pas qui m'envoyaient mes photos et je faisais, comment ils savent comment ça s'est passé? En fait, j'ai pas compris. Et le mec, il me disait, mais non, c'est pas moi. Bah, allez. Bah oui, tu vas-y, à les avais d'autres, envoyés qu'à une personne, donc ça ne oui, pouvait être que lui. Et à d'autres. qu'est-ce que tu veux dire par galère sans nom? Bah, c'est que, tu sais, tu vas à l'école, tu sais ce que tout le monde a vu de toi. Donc, t'es pas bien. T'es pas bien d'aller à l'école comme ça. Donc, c'est de la honte, c'est un gros sentiment de culpabilité. Comme si c'était ma faute. Alors qu'au final, bah, c'est pas vraiment à moi, tu vois, d'avoir honte ou... Tu sais aujourd'hui que tu n'y es absolument pour rien. Oui, aujourd'hui je l'ai plus compris. digéré. T'as compris quand que tu étais pour rien? Ça a mis combien de temps? Non, je l'ai compris un peu après, hein, quand même. J'ai compris bien longtemps après. Et puis, tu sais, c'était beaucoup de moqueries à l'école, d'humiliation et tout. T'as vraiment... des exemples qui t'ont marqué? Non, bah, juste les gens qui me sortaient des phrases pas cool, quoi, dans les couloirs, des trucs comme ça. Bah, plein de choses, en vrai. Mais pas sympa. Et t'as surmonté ça, mais avant, t'as aussi vécu un viol. Ouais. Bon, ça, c'est encore autre chose, hein, mais ça, c'était vraiment pas cool. Mais c'était rien à voir avec l'école. C'était un mec, un bâtard. C'était le fils des amis de mes parents, mais ça, c'est... C'est encore une autre histoire, j'ai envie de te dire. Ça, c'était encore moins cool, en vrai. Mais c'était concomitant, c'était au même moment que t'as vécu tout ça. Ouais, c'était l'été 2020, donc j'ai eu Vraiment un bon enchaînement. Atroce, quoi. Ouais, j'ai eu un bon enchaînement de merde. Mais... Comment t'as vécu, comment t'as réagi, qu'est-ce que t'as fait? Ah bah, j'étais pas bien, juste. Hein. J'ai pleuré. Puis j'ai commencé à me faire du mal et tout. Enfin, c'était pas cool. Scarification. Ouais. Mais après, ça, je le faisais depuis plus tôt, mais ça a été compliqué. Pour moi, ça a été compliqué depuis un peu avant même. J'étais déjà un peu fragile, tu vois, mentalement, mais ça, bah, forcément, ça a pas aidé. Ça a bien empiré la chose. Et ça a été encore plus compliqué d'avancer après ça. Mais... Et tu te sens seule? Ouais. T'as 12 ans et demi, début 13 ans, c'est ça? Ouais, 13 ans. Et là, t'en viens à prendre des médicaments. Ouais. Et à tenter de te suicider. Super dramatique. Ouais. Ouais, c'est vrai. Tentative de suicide, ouais. Ouais, à 13 ans, bah, du coup, j'allais vraiment pas bien. J'étais vraiment au bout de ma vie. Et en plus, j'avais perdu ma meilleure amie et tout. T'avais plus personne pour en parler autour de toi? Franchement, j'étais au bout de ma vie. Et t'osais pas en parler à tes parents à l'époque? Non, bah, j'avais un peu évoqué les sujets rapidement. Tu vois, j'avais demandé à mes parents de voir un psy, mais je voulais pas leur dire à eux, en fait. J'avais raconté. Tu cherchais de l'aide auprès d'autres pour raconter et le revenge porn et le viol, parce qu'en plus, j'imagine que c'était des amis de tes parents, donc t'osais pas en parler à tes parents, forcément. C'était compliqué. Et du coup, bah, j'ai tout gardé pour moi. Et puis, c'était en mars 2021, du coup... où c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, une embrouille, mais un truc rien à voir, hein, une embrouille avec ma mère, mais moi ça m'avait fait beaucoup de mal, mais c'était pas, ça avait vraiment aucun rapport du tout, mais c'était un peu le truc de trop, et puis bah voilà, hein. J'ai pris des médocs et je suis allée à l'hôpital. Ouais, tu te souviens, donc t'as pas perdu conscience? Non. Et tu t'es dit quoi là? Parce que ton rebond il est ouf. Qu'après tu vas créer une fondation, une asso, aujourd'hui t'es une des références sur la santé mentale. Raconte-moi le déclic du rebond. Qu'est-ce qui s'est passé? Le déclic du comment rebond. tu passes de... Il y a trop, t'es victime d'un viol, de revenge porn, de solitude d'extrême, à tu vas devenir la meuf que t'es aujourd'hui, qui a 3 millions d'abonnés et qui a rencontré le président de la République sur la santé mentale. Il y a eu beaucoup de chemin entre ce moment-là et... Raconte-moi, on a le temps. Entre là et là. Qu'est-ce que je peux te raconter? Bah écoute, si tu veux... à cette période-là, du coup, quand je commence à aller dans les hôpitaux et tout, bah, c'est le chaos total pour moi, pour ma famille, pour tout le monde. Donc, personne s'y attendait, en fait, ce genre de choses. Personne pensait que ça arriverait, tu vois. Et puis, ils se sont un peu dit que, ouais, bon, une tentative, c'est un appel à l'aide, sauf que, bon, il y en a eu plusieurs qui ont suivi après. C'est-à-dire? Bah, 2 semaines, 10 jours après, j'étais à l'hôpital. Et puis après, tu sais, j'ai entamé un parcours judiciaire. Pour les trucs que j'ai vécu du coup. Les viols? Ouais. Tu veux pas qu'on emploie ce mot peut-être? Quoi? Tu veux pas que j'emploie ce mot? Ouais, j'aime pas trop ce mot, mais c'est ok. On n'en parle plus, y a pas de problème. T'as porté plainte?
J'ai pas porté plainte, c'est l'hôpital qui a fait un signalement. D'accord. Du coup. Ça t'a aidé du coup parce que toi t'osais pas, tu le C'est sentais pas. c'est pas vraiment que j'osais pas, c'est que j'avais peur de pas vraiment être prise au sérieux et c'est un peu ce qui s'est passé. Du coup, hein, l'affaire elle a été classée sans suite plus tard. Wow. Enfin, c'est un bordel. Hein. La justice, franchement, c'est une horreur. Et parce que j'avais quand même beaucoup d'éléments de preuve et tout. Franchement, même les policiers me disaient qu'il y avait de quoi faire. Et puis, il y a eu plein de phrases, de questions, de trucs qui ont été posés par certains autres policières qui étaient franchement hyper déplacés. Et puis, tu te souviens d'un truc dont tu veux... Non, mais c'est des trucs comme quoi, genre j'étais provocante, tout ça, alors que j'avais 13 ans, ma star, et lui il était majeur, donc qu'est-ce que tu me racontes, genre. Mais bon, ok, why not. Et non, c'était pas facile ça, hein. Et je pense qu'on minimise un peu ce parcours judiciaire aujourd'hui. T'as vu, t'as 13 ans, tu te retrouves au commissariat à la brigade des mineurs, t'es filmé, il y a 4 personnes dans la salle, et elles te demandent de lui raconter un truc de ouf que tu viens de vivre, alors que 4 jours avant, t'étais à l'hôpital pour une tentative de suicide. Tu vois, c'est pas cool. Pas très sympa. Il faut aussi dire qu'il y a quand même aussi plein de policiers qui essaient de très bien faire leur métier, la justice aussi. Et j'ai eu la chance d'en rencontrer plus tard, pas avant. Au début, j'avoue que j'ai eu que des mauvaises expériences perso. Après, évidemment, et c'est comme dans tout, hein, y a toujours ceux qui font mal un peu leur métier et qui savent pas s'y prendre, et ceux qui font un travail exceptionnel. Bah, il y en a, comme dans tout, quand tu vas à l'hôpital, quand tu vas, je sais pas, n'importe où en vrai. Quand tu vas à la justice, quand tu vas faire quoi que ce soit. Dans chaque métier, il y a des gens qui font mal les choses et il y en a qui font par contre un super travail. Et il faut pas faire une généralité, c'est une évidence. On a parlé de la police, de la justice. Merci beaucoup pour ta confiance et pour tout ce dont tu témoignes, parce que je sais que c'est délicat pour toi. Est-ce que tu as rencontré dans toutes tes rencontres politiques Michel Barnier? Tu sais qui c'est? C'était un éphémère Premier ministre et il disait ça sur la santé mentale. Et voilà pourquoi je pense que la santé mentale, qui touche tant de gens, est l'affaire de tous. Nous ferons, si vous le voulez bien, de la santé mentale la grande cause nationale de l'année 2025. Bon, la grande cause nationale de l'année 2025, Michel Barnier, il n'est pas resté. Depuis, il y a eu plusieurs premiers ministres. On en est où de la santé mentale, là, ça, vu de ta fenêtre, parce que tu suis de très près toutes ces questions-là? On en est où? On en est là. Hein. On n'a pas beaucoup avancé depuis cette annonce. En tout cas, niveau pouvoir public, il y a beaucoup de choses qui ont avancé plus du côté des associations, des entreprises et tout. Niveau gouvernement, il n'y a pas vraiment de gouvernement qui tient plus de quelques jours maintenant. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui peut avancer. Je pense que l'instabilité gouvernementale, ça fait partie des choses qui aggravent ou qui font que ça n'avance pas sur la santé mentale, justement. Oui, c'est sûr. Parce que, tu vois, par exemple... je vais parler de nous avec ce qu'on fait, mais c'est de même pour tous les autres acteurs sur la santé mentale des jeunes. C'est que, tu vois, on a rencontré Anne Genté, qui était l'ancienne ministre de l'Éducation. On a rencontré Gabriel Attal, qui était ancien ministre de l'Éducation. On a rencontré d'autres anciens ministres de l'Éducation. On a rencontré Elisabeth Borne. Tu ne te souviens plus, non? Mais je me rappelle même plus. Mais en fait, à chaque fois, on les rencontre, sauf qu'à chaque fois, ils ressautent. Donc, tu peux rien faire, tu vois. Tu peux pas avancer avec des gens qui font un stage en gouvernement, quoi. Tu vois, stage. Le ministre des stagiaires, c'est ce que tu viens de dire. Mais c'est parce qu'ils aimeraient rester aussi. C'est limite ça. Non, mais pas de leur faute. Hein, mais quand tu as rencontré le président, quand même, parce qu'il est président de la République, ça va faire quasiment 10 ans qu'il est au pouvoir, tu l'as senti sensible à cette question-là? Tu as senti qu'il allait faire des réformes? Parce qu'il y a quand même, on ne peut pas dire que rien n'a été fait, quand même. Il y a quelques moyens qui ont été donnés, même dans l'éducation nationale. J'ai regardé, si, quand même, si. Il y a des choses, mais c'est hyper minime comparé à la situation. Tu sais qu'il y a 30% du budget du ministre de la Jeunesse qui a été enlevé. C'est pas rien quand même, hein. Là, alors, en partie, parce qu'ils voulaient aussi augmenter les armées. Comme le gouvernement est tombé, ils n'ont pas encore appliqué les budgets dont tu parles. Mais c'est vrai qu'il y a eu une diminution des moyens. Ça, c'est vrai. Sur plein de sujets. Et puis même, ils avaient sorti un plan d'action pour la santé mentale, sur le plan psychiatrique. Et tu demandes l'avis aux professionnels, ils ne sont pas convaincus non plus, parce que c'était que des choses pas très chiffrées, pas très faciles. Enfin, qui se mettent pas vraiment en place, quoi. Donc c'est toujours comme ça, en fait. C'est que, tu vois, ça fait quelques mois, ça fait 2 ans qu'on rencontre les politiques et tout. Et tu vois, au bout d'un moment, c'est beaucoup de discours et très peu d'actions qui sont mises en place. Donc c'est vrai que, tu vois, ça décourage un peu, quoi. Tu te sens découragée, toi? T'en as marre? Je me sens pas découragée. Moi, je suis plutôt optimiste comme meuf, mais je sens que, faut me mettre un peu la pression, parce que sinon, ça avance pas et il y a rien qui se passe, tu vois.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu reçois énormément de messages. Donc, on en a beaucoup parlé pendant le confinement de la détresse absolue et de la grande solitude de beaucoup de jeunes, pas que des jeunes, mais aussi les jeunes. Ah oui. Comment tu sens aujourd'hui? Est-ce que tu as, je sais pas, des trucs globaux qui se dégagent dans les centaines de messages que tu reçois sur les DM Insta, sur l'application aussi, Link? Qu'est-ce que tu ressens de l'état mental de la jeunesse française? Moi, ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sentent incompris, qui se sentent seuls, qui ont personne à qui parler de leurs problèmes. Tu sais, par exemple, ils aiment bien critiquer les adultes et tout, le fait que les jeunes ils parlent à ChatGPT de leurs problèmes. Ouais, Tu l'intelligence vois. artificielle, ouais. Ouais. C'est vrai. Et je suis d'accord qu'il y a des choses que voilà, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, Ouais. mais ça montre que en fait ils savent même pas à qui parler de leurs problèmes, qu'ils vont se tourner vers une intelligence artificielle, tu vois, pour se livrer et Tu le dire fais ce toi qu'ils des ont sur fois? le cœur. Tu- Mais moi je l'ai fait plein de fois, C'est hein. vrai? Franchement, Pour tout te dire, moi aussi, ça m'arrive. voilà. Ouais, c'est vrai. Mais je te jure qu'en général c'est plutôt pertinent, hein, moi Ouais. ce que je vois. C'est bien fait. Après- Moi, des fois, je l'utilise un peu pour l'aide pour les messages, bien les tourner. Il n'y a pas que l'orthographe, mais tu vois, un peu sur les tons, des trucs comme ça. Tu les utilises pour quoi, toi, ChatGPT, par exemple? Ah, mais moi j'utilise pour le travail, mais là je te parle des jeunes qui l'utilisent pour se confier. Oui, mais pareil, Ouais. sur des messages privés, j'ai pas mal de copains aussi qui envoient leurs messages. Elle m'a envoyé ça, qu'est-ce Ouais. que tu en pensais et tout. Ou même, ouais, je me Mais- sens comme si, je me sens seule, je me sens pas bien, qu'est-ce que je fais? Et Ouais. puis ils te donnent des réponses, tu vois. Mm. Et puis je vois aussi ça beaucoup dans mes messages privés, moi. Ils m'envoient, ouais, Miel, bon, alors écoute, j'ai vécu ça, ça, ça. Et puis là, ils me font un témoignage de 5 pages. Ouais. Et ils me disent, bon, tu verras peut-être jamais ce message, mais en fait, je sais pas à qui en parler, il y a que toi qui peux me comprendre. Donc, on revient toujours à la question de la solitude. Ouais. Tout C'est est lié à la vraiment solitude. Énorme, ce Alors, sentiment. comment on peut faire pour que, notamment ceux qui nous regardent, se sentent moins seuls? Bah, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, il y a un énorme fossé qui s'est créé entre les jeunes et les adultes. Ok. Donc, la communication. Plus qu'avant, tu penses? Parce que ça va être toujours un peu le cas? Peut-être Tu sais, je pas. me souviens notamment des slogans de mai 68, des grandes différences entre la jeunesse et les personnes plus âgées. Tu penses que là, il y a une cassure? Je pense que je sais pas s'il y a plus qu'avant, je t'avoue, j'étais pas née, mais mais je pense qu'il y a quand même une grosse cassure aujourd'hui Ok. qui est paniable. Enfin, c'est énorme, tu vois. Il y a un fossé gigantesque qui s'est créé avec l'arrivée du numérique notamment, avec l'arrivée de beaucoup de choses. Les jeunes et les adultes, ils se comprennent plus parce qu'on vit plus dans le même monde, tu vois. Il y a beaucoup de parents qui comprennent pas que leur enfant, à 22h, 23h, il est sur les réseaux ou qui, lui, fasse des FaceTime avec ses potes. Il y en a plein qui comprennent pas notre délire à être comme ça. Tu vois, ils nous disent que si on a mal au ventre, c'est à cause du téléphone et tout. Enfin, après, tu vois, c'est un petit exemple. Non, mais Mais- c'est très parlant comme exemple. La génération Z et même Alpha, du coup, Ah, c'est quoi la génération alpha? Je sais pas quoi ce que c'est. C'est quoi c'est après 2010, je crois. Ou 2011. Ah ouais. Tu me l'apprends, je savais pas. Voilà. La génération alpha. Ouais. Ok. Et après, maintenant, il y a la génération bêta, je crois. Je connaissais la bêta, C'est mais j'ai nouveau. loupé l'alpha. La bêta, c'est effectivement 2010, je crois. Je dis pas de non. bêtises. Non, 2000. Bêta, c'est les plus récents, non? Je crois que bêta, c'est 2025, non? On demandera 24. on demandera à ChatGPT. Ouais. Je sais Euh, plus. Mais mon petit frère, il a 9 ans, c'est génération Alpha, lui, je crois. Je vais revenir à Si je me la trompe pas. terrible question du harcèlement et du suicide. Est-ce que tu as suivi ce qui s'est passé à Sarreguemines, tu sais? Ouais. Il y a une jeune fille de 9 ans prénommée Sarah qui s'est pendue et un de ses camarades a témoigné. Je la connaissais bien, ça. Elle se faisait harceler à chaque fois, moi je voulais l'aider. Ils ont dit des gros, ça me faisait du mal. Toi, t'as pas vécu de grossophobie, mais tu as vécu aussi du harcèlement qui t'a conduit à faire une tentative de suicide. 4 ans après la petite Sarah qui a mis fin à ses jours à 9 ans, toi, t'en avais 13 quand t'as essayé. J'aimerais que tu me dises ce que t'as ressenti quand tu es arrivé à l'hôpital, ce qu'ils t'ont dit, et surtout, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui t'écoutent ou à des parents un peu qui ne sauraient pas quoi dire. Voilà, donc, en partant de ton témoignage, de ce qui t'est arrivé toi à l'hôpital, qu'est-ce que tu as envie que les gens qui nous regardent, qui regardent pour info, se disent? Bah écoute, moi, des passages à l'hôpital, j'en ai fait pas mal. Hein, Combien? donc, je sais pas. T'as pas compté? J'en ai fait des trentaines, quarantaines, hein, je pense. Quarantaine? Bah, puisque j'ai fait beaucoup de passages aux urgences, hospitalisation et tout, donc j'ai fait plein d'hôpitaux, hein. J'ai fait le tour. Mais bon. C'est bien, tu peux comparer un peu. Ouais. T'as des hôpitaux à Je fais conseiller. le bilan. Non, mais j'ai gardé Non, en je plus. plaisante, mais c'est évidemment pas drôle. Oui, non, c'est vraiment C'est pas moi drôle. qui- Bah, moi, je peux en rire, c'est moi qui l'ai Toi, vécu. tu peux, moi, je ne peux pas. Mais non, j'ai gardé en plus tous les bracelets et tout d'hôpitaux. C'est vrai? J'ai une boîte à souvenirs, ouais. Je sais pas, m'a fait kiffer de garder tout ça, mais bon. Raconte-moi, toi, ce que t'as ressenti. Qu'est-ce qui manque à l'hôpital pour aider? Si tu veux, il y a un gros problème de place, hein, déjà. Ouais. Moi, la première fois que j'y suis allée, et c'est ce que je disais dans la vidéo
pour le président, c'est que je me suis retrouvée dans une chambre sans rien, genre. Dans une chambre pour bébé, où j'étais super mal accueillie. Je devais rester 48 heures en isolement et après être transférée. Au final, je suis restée 24 heures parce qu'ils n'avaient pas de place. Et c'était super compliqué. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est pas... c'est le manque de moyens à l'hôpital qui est de plus en plus criant dans tous les rapports. C'est ça. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est pas de la faute... des soignants et tout, parce que j'étais tombée sur un super soignant incroyable, un super psychiatre. Qu'est-ce qu'il disait ? Tu te souviens des mots qu'il employait Non, je t'avoue. Si t'en as fait 40, forcément ça se mélange un peu. Mais je me rappelle quand même qu'à chaque fois que je retournais à l'hôpital, j'avais ce sentiment de « Ah putain, plus jamais je vais y retourner ». Genre parce que c'était tellement horrible l'hôpital. Et en vrai... Mais t'y es retourné 40 fois. Ouais, c'est ça qui est étonnant. Mais parce qu'en fait, il y avait tellement de moments où je me retrouvais en état de crise que mon père, il pouvait pas me garder à la maison. Il pouvait pas me garder sous sa responsabilité et se dire... s'il m'arrivait un truc, genre... c'est sa faute, tu vois. Donc, tu te souviens de ce que disait ton papa ? Ça a dû être terrible, l'idée de se sentir désemparé si tu y allais 40 fois. Ouais, il y avait quoi ? Il y avait un dialogue qui marchait pas. T'arrivais pas à utiliser des mots pour expliquer ce que tu ressentais ? Je pense que c'est plus profond que ça. C'est surtout que, tu vois, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de variations d'humeur, moi. D'accord. Maintenant, ça va mieux. Okay. Mais pendant très longtemps, c'était très up and down. Tu vois, je pouvais pleurer toutes les larmes de mon corps pendant 1 heure, et après être super heureuse, et après être super énervée. C'était un peu compliqué. Est-ce que toi, tu prenais des médicaments ? Moi, j'en ai pris pendant un petit temps. Tu prenais quoi ? Je sais plus, des antidépresseurs, des régulateurs d'humeur. Ouais, ça marchait ? Non. Enfin, peut-être, je sais pas. Okay. Je t'avoue, moi j'étais un peu dans le brouillard à cette période-là, donc je sais pas trop. T'avais l'impression que c'était le bon diagnostic sur ce que tu avais, ou à chaque fois ils se sont plantés les médecins ? Non, ça va. Moi j'ai rencontré justement juste après mon premier passage à l'hôpital le docteur Morin, qui est du coup cofondatrice de Link, qui est géniale aussi. C'est pas Chloé, j'ai plus son prénom ? Non, Claire. Claire, pardon. Chloé Morin, c'est une Morin. économiste. Claire Morin. Pas grave. Ok, Claire Morin. Claire Morin, qui était une super psychiatre et qui est du coup celle qui gérait un peu tout ça, psychiatre de ville. Et non, après les traitements, c'est pas la folie, j'en ai pris un certain temps. Mais Qu'est-ce qui a fait la différence avec Claire ? Pourquoi ça marchait avec elle là où ça n'a pas marché avec d'autres ? Qu'est-ce qui a fait la différence humainement ? Je pense qu'il y a des psys qui nous écoutent qui prennent des notes. Non, parce qu'elle était chill. Ouais. Elle était pas... Tu vois, il y a un truc dont j'avais horreur, c'était les médecins qui étaient en retard. Ah ouais. Aux heures de rendez-vous. Mais ça me rendait folle. C'est pas leur faute, c'est un manque de moyens aussi. Non, mais... Ça te rendait ouf, quoi. Mais ça me rendait ouf. Et en fait, je venais à la consulte et je parlais pas, j'étais saoulée. Juste parce que t'étais saoulée qu'ils arrivaient à la bourre. Du coup, t'étais fermée. Déjà que je voulais pas y aller, tu vois, si en plus c'était en retard. Ouais. Et puis après, quand elle me parlait, si elle faisait des blancs et tout, ça me rendait ouf. En fait, il y avait plein de petits trucs comme ça qui me rendaient hystérique et qui du coup faisaient que quand j'arrivais en consulte, ça me saoulait, ça y est, j'ai plus envie. Et Claire, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle arrivait à l'heure ? Ouais, elle était toujours à l'heure. Okay. Elle a parlé, elle n'a pas laissé des blancs gênants ? Non, elle n'a pas laissé de blancs, elle était toujours à l'écoute. Elle en avait toutes les couleurs aussi avec moi, mais toujours été là. À 2h du matin, elle répondait quand il me fallait un truc parce que j'étais à l'hôpital, mais qu'il me fallait un truc de ma psychiatre. Ça veut dire quoi, toutes les couleurs ? J'imagine qu'il y a beaucoup de noir dans tes couleurs, même si je sais que le noir n'est pas une couleur. Ouais, et puis non, il y a plein de choses. Hein. En vrai, elle a vu plein de choses, elle a vu un peu toutes mes facettes, mais bon. C'était quoi ton plus haut et ton plus bas ? Parce que t'avais des moments d'euphorie où t'avais l'impression que tout allait bien et puis après ça allait plus du tout. Comment ça ? Ouais, je sais pas, il y a eu un peu de tout. Hein. Moi j'ai beaucoup de... Moi si tu veux, je suis quelqu'un qui vient un peu tout dans l'extrême. D'accord. En général. Très intense. Ouais, je suis très intense. Et quand j'allais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Tu vois, j'étais vraiment au bout du rouleau. C'est quoi pas bien ? C'est pas bien, hein. Je sais pas, c'était pas bien. Sur la santé mentale globalement des jeunes, ce que j'aime beaucoup dans ton appli, c'est qu'il y a beaucoup de retours d'expérience, tu racontes, tu as des exemples, tu anonymises, mais il y a beaucoup d'exemples, enfin tu as raconté qu'il y avait quand même des schémas qui se répétaient, et notamment sur la solitude. On y revient encore et toujours. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu dirais à une enfant de 13 ans qui se sent seule et qui hésite à télécharger Link, par exemple ? Qu'est-ce que tu lui dis si elle nous regarde ? Télécharge. Hein. Et qu'est-ce qu'elle va trouver ? Non, moi je dirais que dans tous les cas ça lui fera pas de mal. Hein. C'est Link, c'est un peu l'application que moi j'aurais aimé avoir quand j'avais 12, 13, 14 ans et c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est un endroit où elle peut prendre soin d'elle. Et tu vois, Link, c'est même pas une application qu'on a fait pour les jeunes qui vont mal, c'est un peu pour tous les jeunes. C'est apprendre aux jeunes à prendre soin de leur santé mentale parce que quand t'as une bonne santé mentale et que t'en prends soin, t'as moins de chances que, tu vois, d'un jour à l'autre, elle dérape et que ça se passe mal. Tu vois ce que je veux dire ? Donc,
Nous, c'était vraiment tout l'objectif, c'est que, tu vois, il y a un journal intime, tu peux raconter ta vie, tes journées, tes malheurs, tes bonheurs, tu peux noter ton humeur et tout au quotidien et voir un peu l'évolution aussi, tu vois. Genre, je sais pas, tu peux noter ton sommeil et tu te dis, ah ouais, pourquoi est-ce que là, j'étais pas bien, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Et t'essayes d'adapter et de mieux te connaître, en fait. 300 000 personnes l'ont téléchargé. Ouais, c'est pas mal. C'est énorme. Et tu veux développer à l'international, raconte-moi. Tu voulais faire une école de commerce, et puis tu t'es dit, en fait, pas besoin. Bah, non, en fait, ça me saoule, j'aime pas l'école, ça me saoule. C'est vrai? Donc, Pourquoi t'aimes pas l'école? Parce que j'aime pas, c'est pas trop mon délire, c'est trop théorique. Je suis plus dans la pratique, moi, sur le terrain. La pratique, c'est Link, et donc tu veux te développer à l'international. Ouais, peut-être dans des projets plus futurs, hein. C'est pas pour demain, mais on essaye déjà de faire fonctionner ça et d'avoir vraiment un produit qui fonctionne bien et qui aide vraiment, qui est vraiment utile, déjà en France. Puis après, pourquoi pas aider des jeunes du monde entier, hein. Pour info, c'est le nom de cette émission, et je te remercie encore d'être la première invitée. Et on a une radio, parce qu'on est à France Info, et j'aimerais qu'on écoute ensemble un petit reportage. Qui a TikTok? Moi. T'as quel âge? J'ai 10 ans. C'est pas interdit aux moins de 13 ans, TikTok? Si, mais... Est-ce que tu comprends que les adultes ils s'inquiètent un petit peu de votre utilisation des réseaux sociaux? En soi, moi je comprends. Il y a des bonnes choses comme il y a des mauvaises choses. Mais aussi, d'un côté, je comprends pas parce que sans ça, on n'est pas vraiment connecté. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est vrai qu'il y a la théorie, et la pratique sur les réseaux sociaux, et il y a beaucoup d'enfants de moins de 13 ans sur TikTok. Je sais qu'il y a 67% des 8-10 ans qui sont déjà sur les réseaux. Hein, je n'avais pas ces statistiques. 67%? Des 8-10 ans, ouais. Qui sont sur les réseaux, ça fait un bon nombre de jeunes. Hein. Mais c'est la réalité des choses. Hein. Ils y sont maintenant, ça fait partie de la vie des jeunes. Et tu sais, tous ces discours... l'interdiction des réseaux moins de 15 ans et tout. Alors ça, quand tu dis tous ces discours, il y a le président de la République notamment. Il voudrait l'interdire justement. Pour toi, tu t'es déjà opposé publiquement, c'est pas une bonne idée au moins de 15 ans? On dit que, en gros, dans les discours, si je whippine un peu ce qui est dit... Alors attends, il faut sous-titrer. Whippine, ça veut dire... Si on remixe un peu, on remélange, tu vois. Okay. On fait court. Ah, vas-y, on va whippiner. Whippinons. Si on whippine un peu tout ce qui est dit, c'est que, en gros, les réseaux sociaux, c'est un peu le fléau de la génération Z. Genre, c'est le mal, c'est un peu de la faute de ça que les jeunes vont pas bien et tout, tu vois. Et je pense que l'interdiction, c'est un peu mettre la poussière sous le tapis, c'est trop facile. De se dire on a interdit, c'est bon, on a réglé le problème, tu vois, parce que c'est un peu ça qui va se passer. Ok, je t'entends, mais quand même, il y a de la pornographie, il y a des meurtres, il y a des trucs atroces. Oui, mais sur Internet aussi. Bien sûr, mais comment tu fais du coup? Il faut quand même contrôler un minimum. Mais je suis d'accord, mais en fait, il y a deux aspects, je pense, quand on parle de réseaux sociaux et de jeunes, c'est l'interdiction, ça marchera pas. Tu mets un VPN, c'est bon, c'est fini. D'ailleurs, ça ne marche pas, on le voit. Les jeunes, ils sont pas teubés, tu vois, ils savent mieux utiliser Internet que nous, donc tu te mets encore dans t'as 18 ans, rassure-moi, tu te mets encore dans les jeunes. Oui. Sinon, je suis pas moi. Mais nous, on est persuadés qu'il faut éduquer les jeunes à l'usage du numérique en général, mais aussi donner les clés aux parents, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont un peu à l'ouest sur comment ça fonctionne, tout ça, et c'est normal parce que c'est pas de leur génération non plus. Il faut mieux éduquer les jeunes aux usages, et il faut aussi modérer certaines choses sur les réseaux. Il y a des choses qui sont inacceptables. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué, par exemple? Si tu veux, il y a un truc qui est horrible, et ça c'est sur quasiment tous les réseaux sociaux, les algorithmes toxiques. Tu vois, t'es sur TikTok, et tu vas commencer à scroller, et puis tu vas voir une vidéo d'une fille qui va pas bien, et puis tu vas regarder la vidéo parce que toi aussi t'es pas très bien, mais ça va. Et puis TikTok, il va te pousser plein d'autres vidéos de gens qui vont pas bien, et en boucle, et en boucle, et en boucle. Et en fait, forcément, tu te mets dans un truc où tu vas pas bien aussi à cause de tout ce que tu vois. Et il y a des choses qui sont pas ouf sur les réseaux. Il y a des gens qui partagent des façons de se faire du mal, des façons de se suicider, tu sais. Enfin, je sais pas, t'as vu Skinny Talk, c'est toutes les filles qui romantisent un peu... Rappelle ce que c'est. Ouais, c'est un peu... toute cette trend où on romantise un peu les troubles du comportement alimentaire, où on dit comment perdre 10 kilos en 2 semaines, tu vois, c'est un peu ces trucs-là. Ça t'est arrivé, toi, de voir des vidéos où t'as senti que t'étais un peu tenté par une forme de romantisation? Comment tu gères ça, toi? Moi, c'est bon, je swipe maintenant. Je swipe, je me mets pas intéressée, ça me saoule. Ça s'appelle, les sociologues, ils appellent ça aussi des bulles cognitives. C'est-à-dire que tu t'enfonces dans les algorithmes ne montrent que ce qui t'intéresse, et du coup, c'est des cercles vertueux quand t'aimes, je sais pas, les aigles ou la montagne ou les marmottes ou les lapins. Mais quand tu vas mal, tu vas forcément de plus en plus mal. Et notamment, j'avais été très marqué, tu sais, à l'Assemblée nationale, il y avait eu un rapport sur TikTok. Justement, il y avait un papa qui m'avait raconté que sa fille, Apolline, s'était pendue, comme la petite Sarah, un peu plus âgée, et quand il avait ouvert son ordinateur, quand il avait ouvert les applications, quand il avait vu les codes, il avait vu qu'il n'y avait que des contenus et qu'elle avait appris sur TikTok comment se pendre.
Ouais, non mais c'est horrible, hein. C'est atroce. Mais c'est justement ce que je te dis, c'est qu'il y a une énorme modération des algorithmes à faire. Parce qu'ils peuvent être super, super vicieux. Tu vois, quand tu cherches sur TikTok ou Insta ou peu importe comment perdre 10 kilos en une semaine, bah, ça ne devrait pas te dire comment perdre 10 kilos en une semaine. Toi, je rappelle que tu as quand même 2 millions sur Insta, 800 000 sur TikTok, 200 000 sur Snapchat. 2 millions sur TikTok, 800 J'ai 000 inversé. sur Insta, ouais. Bref, on va dire que tu as 3 millions d'abonnés. Tu te vis comment? Tu te vis justement comme une porte-parole. J'ai remarqué tes contenus sont souvent lumineux, tu es très souriante, tu danses, tu te vis quoi? Comme un espèce de phare, même quand tu vas pas bien, tu te forces à être souriante ou comment tu Non, le pas vis? du tout. Moi, je suis un peu full naturel hein, sur mes Ok. vidéos. Si j'ai envie d'en faire ou je souris, je souris. Et si je suis pas bien et j'ai envie d'être blasée sur ma vidéo, je suis blasée sur ma vidéo, je m'en fous un peu. Mais ouais, pour moi, c'est du kiff, hein, les réseaux. Enfin, je sais pas. C'est vraiment un truc de passion que je fais depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 10 ans. Tu vois, moi aussi, je faisais partie des 67%. Des 8-10 ans? Ouais. Bon, ça n'existait pas à mon époque parce que je suis né bien avant toi. À ce propos, je vais Trop te dur. poser une question de vieux. Il y a beaucoup de personnes âgées de mon espèce qui se disent, quand même, les petits jeunes, ils sont vachement narcissiques. Je prends une voix de vieux. Ils posent beaucoup de selfies. Il y a une forme de narcissisation d'en permanence se mettre en scène et parler de soi. Je parle pas que pour toi, je parle de façon générale. Mhm. Qu'est-ce que tu réponds à cette critique? Bon, je sais pas si c'est pas trop une critique, hein. Y a rien de mal, hein. Et puis les gens, ils confondent souvent le narcissisme et la confiance en soi. Mhm. Donc, C'est intéressant, ça. ouais, donc je pense pas qu'il y ait trop de mal à ça, hein, à se mettre en avant tout le temps sur les réseaux. C'est un peu le principe d'avoir un compte de soi, tu vois. Sinon, tu fais un compte de quelque chose ou d'autre chose. Mais non, il n'y a pas de mal. Après, ça devient un peu relou pour les utilisateurs et pour les gens qui regardent quand tu vas te mettre vraiment en valeur sur toutes tes photos et que ça va vraiment être du truc où tu photoshop, où tu retouches ton Ouais, visage. c'est totalement fake, ça. C'est problématique pour les jeunes qui regardent, tu vois. Après, si la meuf, ça la fait se sentir bien, bah, elle est... Voilà, Toi, est-ce que c'est ça pas te la fait fin te du sentir monde. bien? De quoi? Ça. De poster sur les réseaux? Ouais. Ouais, j'aime bien. Est-ce que tu te vois hein, comme une guide? Est-ce que tu essaies de mettre en garde? Est-ce que tu as un message à faire passer? Là Par exemple. maintenant? De façon générale. Bah, de façon générale, j'essaie d'apprendre, de dire aux jeunes que déjà quand on traverse des périodes difficiles, on peut toujours s'en sortir. Mhm. Parce qu'on a souvent tendance à se dire que c'est la fin, que c'est trop dur, qu'on va jamais s'en sortir, que voilà, genre, tu vois, c'est une montagne colossale devant nous et qu'on pourra pas la gravir, quoi. Et en fait, faut jamais perdre espoir dans ces moments-là. Moi, c'est vraiment les messages que j'essaye de faire passer. C'est qu'on peut toujours s'en sortir. On peut toujours s'en sortir. Si moi j'ai réussi à m'en sortir, il n'y a aucune raison que quelqu'un d'autre n'arrive pas à s'en sortir, tu vois. Et je pars de loin. Et heureusement que tous les jeunes ne partent pas du point d'où je suis partie. Et qu'il y en a, c'est des trucs plus légers, mais qui sont quand même pas à minimiser, tu vois. Et c'est vraiment ça, c'est de l'espoir qu'il faut faire passer. T'as un message qui t'a particulièrement marqué? On arrive à la fin de cet entretien, mais Cet entretien. cette rencontre. Entretien, c'est un mot du vieux, tu dirais ça comment? Bah, Ce je sais pas de moment. cette vidéo. C'est une première, je me cherche, dis-moi, cette vidéo de ce moment. Est-ce qu'il y a un message qui t'a particulièrement marqué? Je sais que tu en reçois, c'est pas des dizaines ou des centaines, tu en reçois des milliers en tout. Il y en a un, ouais, qui... Genre, quand on a lu ça, j'étais en mode waouh, genre dinguerie. Il y a une fille, il y a quelques mois, qui nous a envoyé un message par rapport à Link, qui nous a dit qu'elle avait fait une tentative de suicide, aux médicaments ou je sais plus quoi. Et elle était vraiment, vraiment pas bien. Et puis, elle a ouvert l'application, elle est allée sur le kit de secours. Parce qu'en gros, il y a un kit de secours, du coup, avec les numéros d'urgence, les numéros, tu vois, 3114, prévention suicide, Ouais. 3018 pour le harcèlement. Donc là, Il y tu a réorientes, pas c'est mal. pas Link, mais tu réorientes C'est vers les ça. services de l'État qui existent et qu'on C'est ça. rappelle que tu viens de faire 31 14 30 18. Ouais. Et le 112. Et en fait, nous 112, envoie un les mail. urgences. C'est ça. Ils envoient un mail pour nous dire bah merci en fait parce que j'ai ouvert Link et j'ai appelé le 112 grâce à l'application. Et si je les avais pas appelés, bah, je serais sûrement plus là. Et que maintenant elle allait un peu mieux et tout. Et elle nous remercie pour ça. Et je me suis dit waouh, genre. T'as sauvé Genre, une vie en fait. Ouais, genre ça se trouve, on a vraiment sauvé une vie. Et je me dis waouh, c'est un truc de ouf, tu vois. Je sais pas, d'avoir qu'on peut avoir cet impact-là sur la vie, tu vois, de jeunes, genre c'est un truc de ouf, je trouve. Et C'est trop comment bien. tu vois ton avenir? Mon avenir Mhm. Je sais pas, on verra. Hein. Je le vois bien. Je pense que ça va bien se passer, hein, mon avenir. J'ai pas trop d'inquiétude. J'espère juste que je ferai un truc qui me rendra toujours heureuse et que je kifferai faire tout ce que je fais. Comme aujourd'hui, hein. Moi je kiffe ce que je fais avec Link et tout, T'as kiffé? donc c'est cool. Et t'as Là, kiffé là ce moment? Ouais. Ouais, c'était sympa. Ça va? Ça va. Bon. Tranquille. Tranquille? Ouais. Bon.
Bah, merci beaucoup. Merci à Tu toi. recommanderas, tu Ouais. me ramèneras des gens, tu leur diras de venir dans Pour Info. Allez. Merci beaucoup Miel Habitbol. Je rappelle que donc, vous pouvez vous abonner à tous ses comptes et qu'elle est très abonnée. Vous pouvez aussi télécharger son application Link. C'était vraiment un bonheur de te recevoir et je te remercie pour ta confiance parce que je sais que c'est un sujet sensible et tu nous as fait confiance. Donc vraiment, je te Ça, remercie. c'était bien. Moi, j'ai T'as adoré. aimé? Toi, t'as aimé? Ouais. Alors c'est parfait. Merci à tous et on vous donne rendez-vous très vite pour un autre entretien dans Pour Info.